restitution brève d'une journée aussi dense, avec des intervenants aussi riches et aussi variés. C'est à peu près impossible, donc ce n'est pas étonnant qu'on m'ait confié cette tâche. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais peut-être répondre autrement en simplement reprenant, ça n'a rien d'une synthèse, c'est peut-être des impressions par rapport à ce que j'ai entendu, et je pense que vous serez encore une fois tous d'accord sur la richesse de la journée, et donc bravo aux organisateurs et à tous ceux qui ont fait l'effort de passer cette longue journée, parce que c'était quand même beaucoup de travail. J'aurais fait le programme un peu différemment. Vous êtes restés, donc bravo. Juste quelques points, ça n'est pas du tout un résumé, mais quelques points qui m'ont frappé. C'est d'abord peut-être la difficulté de parler de ce sujet dans la Loire. Parce qu'on appelle ce département la Loire, mais on a vu au fur et à mesure de la journée la diversité de la Loire. Comment arriver à vendre, je prends volontairement ce terme marketing, à vendre un département quand il a deux régions qui sont séparées par un seuil, qui est vraiment une frontière, quand il a un héritage clunisien, quand il joue sur le design, quand il a un héritage industriel d'une ville très marquée comme Saint-Étienne, quand il a des gorges qui ne sont plus là, mais j'ai bien aimé l'image du barrage. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment très très difficile, et quand il porte un nom que de toute façon il pourra le regretter, mais ce sera toujours le cas, un nom qui est attaché à une autre région. On peut dire, les gens ne le savent pas, on peut le regretter, il faudra le changer, ça ne changera jamais. Le château de la Loire, c'est une des régions les plus connues au monde. Elle reçoit des centaines de milliers de visiteurs, donc gardons ce nom de la Loire. C'est probablement, c'est une question, parce qu'elle est apparue, parfois, est-ce que c'est le fil conducteur de toute cette diversité? Peut-être. Peut-être, mais comment alors l'utiliser pour ne pas avoir à dire en première phrase, mais ce n'est pas l'autre. Si je commence une phrase, alors, si je vous dis, mais je ne vais pas faire une restitution, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, vous ne m'écouterez plus, et vous ne voyez pas forcément. Mais donc, c'est une difficulté. Autre petit paradoxe, la campagne est belle. Plus belle la campagne, c'est ce à quoi nous aspirons tous. Plus belle la campagne, puis je vois que 80% des citadins veulent habiter la campagne. Donc je pousse le paradoxe un peu plus loin, c'est quasiment un sophisme. Rendons la plus belle, le 80% passera à 100%, ils viendront tous habiter la campagne deviendra la ville, il y en aura perdu. Donc, puisqu'il n'y aura plus de campagne. Bon, donc rendons la plus belle, mais, et c'est M. Tissot, le sénateur Tissot qui soulevait cette question tout à fait pertinente, est-ce que la croissance des bourgs, est-ce qu'il faut réfléchir à la croissance des villages? J'hésite à dire ça, parce que c'est malthusien, personne n'a envie de dire ça, mais c'est une question. La campagne reste la campagne. Pas d'opposition. Marie-Ange a au départ parlé d'opposition. Je crois qu'elle n'opposait pas du tout la campagne et la ville. Elle définissait qu'est-ce que c'est que la campagne. C'est juste un endroit champêtre, c'est ce qui n'est pas ville. Mais évidemment, une fois qu'on a fait cette phrase, ça veut dire qu'il y a un lien entre la campagne et la ville. Et ça, c'est peut-être aussi un axe pour les organisateurs pour une autre année, c'est ce lien. La campagne utilisée, exploité par la ville. Je crois que c'est une question tout à fait intéressante. Diversité. Peut-être un point sur la beauté. J'en reviens à la beauté et à la premières interventions autour de l'Astrée. On voit bien que cette beauté n'est pas, cette utopie, attachée, que j'ai beaucoup aimé le mot d'utopie. Utopique, c'est négatif, utopie, c'est positif, enfin, dans notre langage courant. Cette utopie, oui, pour apprécier les beautés d'une région comme la nôtre, il faut certainement accepter un rythme lent, un rythme de fonctionnement lent. Ce qui est beau, c'est les variations infinies de cette campagne. La campagne, ce n'est pas le lieu de l'homme pressé. Et l'homme pressé est souvent l'homme d'aujourd'hui. Donc là, une difficulté. Oui, la Loire n'est pas bien connue, n'est pas facilement connue, parce qu'elle ne saute pas aux yeux. Je ne peux pas mettre Chenonceau sur une affiche, et forcément c'est beau. C'est plus compliqué, ça demande une approche plus lente. Donc oui, les gens qui viennent, vous avez été nombreux à le dire, une fois qu'ils la découvrent, ils l'aiment. Dès qu'ils y passent un peu de temps, ça demande un rythme lent. Que peut-on faire pour ralentir le rythme de l'homme moderne? Est-ce que la campagne a un rôle à jouer par rapport à ça? Honoré Durfé vit à un moment où
aux sortes de périodes sombres, de périodes de confrontation, de périodes d'exclusion. Est-ce que, effectivement, le lien a été fait avec la période actuelle? Est-ce que la campagne, et le vivre ensemble à la campagne, a une fonction particulière à jouer en ce moment de friction et de tendances souvent très négatives, autres peut-être axes de réflexion, un lieu d'expérience qui peuvent se généraliser, c'est vous, monsieur, qui en parliez, c'est aussi un lieu de création, donc de création, de solutions. On est local, mais le but du local, c'est de pouvoir aussi s'universaliser. Alors la seule chose, c'est que je regrette que vous ayez dit que maintenant c'est votre bureau lyonnais qui est le premier et non plus celui de Fourneau. Donc restons local et réussissons entièrement ici. Monsieur Pinet disait que, ça nous a été rappelé par Pierre, l'importance, c'est intéressant, il disait ça donc en 58 ou 62, dans ces années-là, vous disiez, Pierre, que le tourisme fait partie de l'avenir de la Loire. Bon, nous réfléchissons-y. Voilà, à peu près. Donc, peut-être ce qui m'a le plus frappé, avec évidemment, voilà, quelques exemples de ce qui m'a frappé. Et bien sûr que l'année prochaine, nous reviendrons, nous espérons qu'il y aura plus de mésanges bleus encore dans la Loire, cet équilibre entre l'utopie, ce désir qu'on a senti toute la journée chez chaque intervenant de rendre plus belle sa Loire, cette utopie avec toujours le souci de ne pas être dans l'utopique, et des grands encouragements ont été faits, tout à fait intéressants je trouve, sur les places des villages, sur la nécessité de la consultation et d'associer les gens qui ont toujours vécu là à la réflexion. Je pense que, et je parle un peu d'expérience, c'est très important. Et le tout dernier commentaire, je suis arrivé ici avec ce qui sera ma famille à l'époque, il y a 80 à peu près, tout tombait, tout allait vers le bas. Tout était, à tout point de vue, je pourrais décliner ça, bien sûr qu'il y a des choses extraordinaires aussi, mais le mouvement général n'était pas positif dans le village. Aujourd'hui, je sens absolument l'inverse. Je sens vraiment l'inverse, on voit, et ça, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où les choses ne sont pas encourageantes. Là, c'est très encourageant. Donc, monsieur le préfet, nous vous écoutons, savoir comment vous allez encore amplifier ces encouragements. Bien, écoutez, je voudrais d'abord vous faire part des sentiments un peu partagés par rapport à cette première édition des rencontres de Saint-Marcel. C'est vrai que quand le principe m'avait été présenté, j'avais été très enthousiasmé. C'est vrai que j'avais garanti ma présence, je l'assure ce soir, mais c'est vrai que à l'inverse, je suis un petit peu triste de ne pas avoir pu profiter de l'intégralité et de la richesse de tous les échanges. Et j'en conclus qu'ils ont dû être extrêmement riches et intéressants, puisqu'ils ont quand même assez largement débordé des horaires dans lesquels certains avaient voulu les enfermer. En tout cas, j'ai bien noté, et vous l'avez rappelé, M. Hurstel, dans votre propos, que toute cette journée a été empreinte de beaucoup de poésie, puisqu'on est allé de l'Astrée jusqu'à la transhumance de la mésange bleue. Mais c'est vrai que il ne faut peut-être pas se méprendre sur l'Astrée. Vous l'avez dit, bon, c'est largement une utopie. Je ne suis pas sûr que nos bergers qui vivaient le long du Lignon aient été aussi paisibles qu'au aurait fait l'édit. Mais en tout cas, même si c'est un ouvrage tout à fait charmant, moi ce qui m'a toujours frappé dans l'Astrée, c'est son extrême violence. Une violence psychologique aujourd'hui, où c'est pas Céladon qui serait l'objet d'une campagne MeToo balance ton porc, plutôt Astrée. Quand même, ce pauvre Céladon est une victime de harcèlement qui va quasiment du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. Si l'ouvrage est long. En plus, malheureusement pour lui, ça finit mal. Donc, tout ça pour relativiser peut-être le calme et le caractère enchanté des lieux et de ceux qui les peuplaient à la fin de la Renaissance et au début de l'époque moderne. En tout cas, je crois que par rapport à
à cette idée qui a servi de fil conducteur, plus belle ma campagne, alors que ce soit la campagne au sens strict, que ce soit le département de la Loire. Je crois que les débats qui ont jalonné la journée ont montré que bon, cette image ou ce mot d'ordre était quand même très, très rassembleur, que pour le mettre en œuvre, ce n'étaient pas les outils qui manquaient, des outils portés par l'État, portés par les collectivités, portés par des associations, portés même par des particuliers. Mais ce qui manquait peut-être, c'est la mise en cohérence de tous ces outils à travers une vision commune. Et c'est vrai que cette vision commune, pour un département comme la Loire, c'est peut-être un peu compliqué. D'abord parce que le département, vous l'avez redit à l'instant, est quand même très, très, très divers. C'est vrai qu'on a toujours tendance à opposer le sud au nord, mais on peut très bien aussi opposer les monts du Lyonnais aux forêts, plus cette plaine centrale, qui sont autant de contrastes et qui ont porté pendant toute l'histoire des modes de vie, des modes de développement, une économie radicalement différente. Mais aujourd'hui, chaque territoire a ses spécificités et il est rare de trouver un département qui soit totalement homogène. Même moi qui étais précédemment préfet des Landes, le département des Landes qui a priori est assez homogène, comporte la Chalosse qui tranche quand même assez considérablement avec les étendues sableuses et les forêts de pins. Donc on a une diversité de paysages, diversité de régions, et donc il faut essayer peut-être de trouver le cadre idéal pour faire porter cette vision. Alors c'est vrai qu'on a des secteurs aujourd'hui où il y a une vision qui est portée et partagée. Je le dis d'autant plus volontiers que je portais la parole du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, il y a 2 jours au Congrès national des parcs naturels régionaux. C'est vrai que sur le pilat, le principe même du fondement même de la philosophie du parc national, naturel régional, c'est justement une vision partagée qui touche à la fois les paysages, qui touche le patrimoine, qui touche l'économie, et qui essaie en plus de rayonner au-delà de ces limites. On a un autre cadre qui pourrait aussi porter cette vision partagée, c'est aujourd'hui l'intercommunalité. C'est vrai que depuis le 1er janvier 2017, on a dans le département des intercommunalités, sauf peut-être pour Urfé, Valdex et Isable et Coquelaire, des intercos d'une taille importante, qui ont une relative homogénéité sur le territoire. Et puis, au-delà, à des échelons plus petits, on a, certes, des systèmes peut-être un petit peu plus coercitifs, que peuvent être des secteurs protégés ou sauvegardés à travers les FPKU ou autres espaces bénéficiant de protection, mais cette fois-ci plus réglementaires. Et puis on a, pour essayer d'agréger ces visions, de contribuer ou de faire partager ces visions, un certain nombre d'outils. Alors c'est vrai que dans le département, on n'a pas de CAUE, mais on a une école d'architecture, on a un certain nombre de structures, il y a des associations comme celles qui sont intervenues, Fondation du patrimoine ou Maison paysanne, qui peuvent contribuer à apporter un message et essayer de faire partager cette image. Et donc, je crois qu'effectivement, cette édition a permis de porter ce constat. Maintenant, je crois qu'il serait intéressant de pouvoir prolonger et peut-être sur des thématiques plus précises. C'est vrai que dans votre propos conclusif, vous avez évoqué, évidemment, ce dilemme constant entre ville et campagne, ces questions d'étalement, développement des bourgs ou des villages, qui sont côté État et côté grande collectivité, au cœur de notre réflexion. Et c'est vrai qu'en plus, dans le département de la Loire, côté État, avec Bruno de France qui représente la DDT, on passe un peu pour des ayatollahs. Et c'est vrai que quand on contraint un maire rural à travers son PLU, ou demain son PLUI, à pas forcément réaliser le lotissement dont il rêve, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et donc, je pense qu'il y a à travers
l'urbanisme, eh bien, un moyen de prolonger ou de faire partager cette vision, sachant qu'il faut convaincre les élus, c'est jamais très simple, mais aussi convaincre les particuliers. Quand j'étais dans les Landes, le Landais, d'abord, n'envisage pas de vivre en hauteur. Ça, il faut qu'il soit au ras du sol. Et en plus, même si c'est quelqu'un de très social, il veut s'installer dans un endroit où il ne voit pas le voisin. C'est vrai que la forêt landaise est assez propice, mais une fois qu'on aura planté des maisons tous les 500 ou 600 mètres, il ne restera plus grand-chose de la forêt initiale. Mais la plupart de nos concitoyens sont aussi dans cette approche. Donc il leur faut un pavillon, et puis, si possible, une étendue verte autour, avec ou sans ronde-up, mais d'une taille suffisante. Et c'est vrai que si on généralise ou on poursuit sur cette voie, eh bien, quand on verra la Loire vue du ciel, ça ressemblera à un damier, comme on le voit quand on survole certaines villes ou banlieues américaines. Mais la difficulté, c'est que ce qui vous rassemble ne coïncide pas forcément à la volonté de nos concitoyens. Donc là, il y a aussi, comme pour les pesticides, sans doute un peu de pédagogie à faire, et je pense que les éditions prochaines des journées ou des rencontres de Saint-Marcel, eh bien, devraient y contribuer, ou pourraient y contribuer. En tout cas, moi, j'y voilà un signe encourageant à persévérer et peut-être à se spécialiser de façon à ce que demain, entre le nord et le sud du département, puisque finalement Saint-Marcel est un peu sur Saint-Marcel, pardon, et en quelque sorte sur la frontière, eh bien, ça soit un lieu où le département puisse se retrouver et se rassembler, au moins chaque année. Et en tout cas, bravo pour ce premier essai.